Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, chez vous, à me regarder. Je suis chez moi également et je prends le temps de faire cette vidéo, non pas parce que j'ai rien d'autre à faire, mais parce que on me l'a demandé. Ça fait maintenant une bonne semaine qu'il y a pas mal de gens qui me demandent mon avis sur ce qu'il faut faire, sur mon analyse de la crise, etc. Voilà. Donc vous savez peut-être que c'est vrai que ça fait un moment que je fais partie de ces gens qui parlent de risques systémiques et surtout des impacts que ça peut avoir sur nos sociétés, de comment se préparer, etc. Donc je suis sollicité beaucoup en ce moment. Mais bon, ça me met un petit peu dans l'embarras parce que c'est pas si facile. Donc j'ai préféré un petit peu cogiter avant de faire cette vidéo. J'espère que vous la trouverez intéressante et puis peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être même importante. En tout cas, voilà, on est pile poil dans ce que je décris et d'autres depuis un certain temps, c'est-à-dire une crise systémique. On a une crise qui est systémique à différents égards. Déjà, elle est systémique dans ses causes. Alors déjà, la cause de la cause. Pourquoi le virus? Pourquoi on a ce virus comme ça qui est arrivé? bah, C'est simplement parce qu'on n'en a rien à cirer des écosystèmes, parce qu'on n'en a rien à cirer des animaux. Voilà. À la base, quand même, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va piller des écosystèmes, on va prendre des espèces dans la nature, des espèces sauvages, y compris des espèces en voie de disparition et des espèces protégées des fois. On les met ensuite dans un marché qui est une atrocité, il faut bien le dire, une atrocité où les maltraitances, je dirais le mot de maltraitance est en réalité un mot très faible pour décrire ce qui se passe dans ces abominations de marché aux animaux, où on va se trouver donc avec des bêtes qui sont dans des cages, qui sont blessées, qui sont maltraitées, qui ont du sang, qui ont du pu, les cages qui s'entassent, et puis les animaux qui se trouvent en dessous, les pauvres bêtes se prennent les déjections des animaux qui sont au-dessus, les déjections, également le sang ou le pu, ou va savoir quoi, qui vient des animaux qui sont au-dessus, ce sont des horreurs. Et cette horreur à la base, tout à la base, effectivement, vient du fait qu'on n'en a rien à cirer des écosystèmes. On exploite à partir du moment où on y trouve un intérêt ou un profit individualiste, la plupart du temps. Et puis, accessoirement, on n'en a rien à faire également des animaux, on les traite comme de la viande directement, et au final, ce manque total d'empathie, j'ai envie de dire, de compassion vis-à-vis de l'animal, du non-humain, fait qu'on en arrive à des situations qui sont atroces également sur le plan sanitaire, sur le plan hygiénique. Au final, il en sort des virus, et c'est pas la première fois. En 2002, c'était un marché identique qui nous avait produit le SRAS. Aujourd'hui, c'est un autre SRAS d'ailleurs, c'est un virus du même ordre. Même Ebola, on peut dire que c'était un petit peu les mêmes causes, puisque si on n'était pas allé emmerder les singes dans la forêt pour les exploiter, pour les bouffer, on n'aurait peut-être pas ramené ce virus. Donc, au final, il faut quand même dire la chose. C'est bien ça, c'est bien ça la cause primaire de tout. Mais ça n'explique pas tout. La cause primaire, d'ailleurs, je voudrais rajouter un petit truc là-dessus, c'est pas juste les gens qui font ça, les gens qui exploitent, les gens qui tuent, les gens qui torturent même, des fois, sciemment, avec une cruauté sans nom. C'est pas juste ça, c'est nous aussi. C'est vous, c'est nous tous. C'est cette indifférence systémique, j'ai envie de dire, pour ce qui se passe là-bas. C'est le fait que il y a des causes plus importantes. C'est pas très grave en fait. Puis c'est loin. Puis les animaux, on s'en fout. Voilà, c'est toute cette posture-là, toute cette culture-là, de l'indifférence vis-à-vis du non-humain et des écosystèmes, de l'écologie au sens large, qui fait qu'au départ, il y a un virus. Bon, une fois que ça s'est posé, ça c'est la cause des causes des causes. Maintenant, il y a une cause également qui fait que ça devient une crise. Alors pourquoi ça devient une crise? Ça devient une crise parce qu'on n'est pas préparé. Et pourquoi on n'est pas préparé? Parce qu'on ne s'intéresse pas aux risques importants, les risques majeurs, les risques systémiques. Ça, c'est quelque chose que personne ne comprend. Aucun de nos dirigeants ne sait exactement ce que c'est que la systémique. Ils n'ont aucune compétence en la matière. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a une espèce là aussi de culture, une culture de l'irresponsabilité, une culture de l'impéritie, j'ai envie de dire pour les élites elles-mêmes, une culture en tout cas d'une certaine insouciance. Et on est tous là-dedans. Quand quelqu'un ramène sur le tapis le sujet des risques majeurs, on va tout de suite le traiter d'emmerdeur, on va le traiter de rabat-joie, on va le traiter de défaitiste ou de pessimiste dans un certain nombre de cas. Et c'est parce qu'il y a cette culture de la non-préparation au risque, ou en tout cas cette absence de culture du risque, qu'on en est là aussi aujourd'hui. Donc l'impréparation, pour cause d'irresponsabilité, pour cause de désintérêt de l'avenir, de désintérêt des risques qu'il peut y avoir, pour cause de triomphalisme puéril sur le fait que notre société serait extrêmement solide, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où il y a une véritable crise systémique. Alors elle est systémique, je vous l'explique, dans ses causes, mais elle l'est également dans ses conséquences, puisque pour l'instant on est dans une crise sanitaire qui va se transformer dans une crise humanitaire, attention, c'est loin d'être fini, ça ne fait que commencer, ça va être de pire en pire, et nous allons avoir derrière une crise économique
une crise sociale extrêmement grave, et puis peut-être, nous verrons, on va avoir d'autres impacts, on verra bien jusqu'où ça va. Le fait est que on est au début d'une course de dominos. Voilà, il y en a un qui en a entraîné deux, qui en a entraîné quatre, et il y a une accélération du nombre de problèmes qui se créent dans tout le système. Et du coup, progressivement, on est de plus en plus dépassé par ce qui est en train de se passer comme problème, et nos capacités de réaction sont dépassées. C'est ce qu'on appelle une exponentielle, et donc si vous ne saviez pas ce que c'est, vous allez en avoir, vous commencez à en avoir, mais vous allez vraiment en avoir une illustration. Une fois de plus, jusqu'à un certain point, et on verra jusqu'où ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres que je ne maîtrise pas, ça va dépendre également de nos capacités à réagir correctement pour changer. Voilà. Mais en tout cas, on peut voir que sur la bourse aujourd'hui, il y a un problème, que ça dévisse, qu'on a injecté quelques centaines de milliards et que ça n'a pas relancé, si vous voulez, les marchés. La confiance des marchés est totalement effritée. On a un problème avec le prix du pétrole qui a été divisé par 3 en 3 mois et grosso modo qui a atteint son plus bas historique depuis plus d'un demi-siècle à peu près. Donc c'est gravissime en réalité ce qui va se passer. Mais le problème, c'est pas ça. C'est une fois de plus, ce sont les implications. Alors mon but, là, aujourd'hui, c'est pas de faire peur. Et puis en plus, tout ce que je dis, là, ça a déjà été dit. J'apporte rien de neuf. Mais je mets tout ça un petit peu ensemble pour essayer d'être objectif, de développer une vision qui est intéressante et pertinente. Ce qu'on voit, c'est que ce monde est en train de montrer ses limites. Quand je dis ce monde, c'est le monde dans lequel on vit, qui est essentiellement néolibéral. Hein, c'est un monde pour le commerce. C'est un monde qui est construit pour l'optimisation à court terme du profit, des profits. Voilà. Donc ce monde-là qui ne prévoit rien, ce monde-là qui n'a pas de stock non plus, parce que les stocks, c'est pas rentable et qui fonctionne à flux tendu, ce monde-là est totalement vulnérable. Ça fait quand même un moment que j'en parle parmi d'autres, hein, je ne suis pas le seul, mais ça fait un moment que je dis qu'on peut se préparer et on n'a pas fait. Et c'est de la faute de nos dirigeants avant tout, mais c'est aussi de la nôtre, puisque nous ne prenons pas véritablement la mesure de la vulnérabilité, parce que nous ne nous mobilisons pas suffisamment ou pas bien, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, peut-être auprès des dirigeants, mais aussi nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas nous-mêmes ce qu'il faudrait faire à notre niveau. Donc je vais le dire, il y en a qui font, hein, évidemment, mais ils sont tout de même très marginaux à ce stade. En tout cas, je dis bien, dans le meilleur des cas aujourd'hui, nous allons vers une dépression. Quand je dis une dépression, je ne parle pas d'une dépression nerveuse, même si évidemment il va y en avoir un certain nombre, je parle au niveau économique et social. Voilà, ce qui se profile à minima ne sera pas une simple crise, ne sera pas une simple récession, ça va être une dépression et ça va être difficile et long. À voir une fois de plus, si ça se termine un jour, comment ça se termine, etc. Mais il faut s'attendre à une suite difficile. Le monde actuel, ou le monde de jusqu'à il y a 15 jours, est fini. D'une manière ou d'une autre, il y aura un avant, il y aura un après. Bon, certains disent, ah ben si ça se trouve, ce sera également une opportunité de transformation. Non mais il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de si ça se trouve. Ça le sera peut-être si on fait en sorte que ça le soit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ça vienne. Ça doit être un espoir actif et pas un espoir passif. Ça doit être un espoir lucide également. Il faut proposer des choses maintenant. Il va falloir proposer des choses qui tiennent la route. Donc, je termine un petit peu quand même sur l'analyse de ce qui est en train de se passer. Je parlais d'une exponentielle, effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a un personnel hospitalier qui fait son travail du mieux qu'il peut, mais qui est sous-équipé et qui est totalement exténué. Un personnel hospitalier qui déjà était en bout de course avant que ça ne commence, qui aujourd'hui est totalement rétamé alors qu'on est au début d'un marathon. Voilà ce qui se passe. Donc ça, pourquoi? Parce que ça fait longtemps, et ça fait plusieurs quinquennats, hein, plusieurs mandats, qu'on détruit consciencieusement le monde hospitalier, parce qu'on s'en fiche. Parce que c'est pas, une fois de plus, le monde hospitalier n'est pas quelque chose d'aussi rentable qu'on le voudrait, c'est pas quelque chose qui donne un retour sur investissement à court terme suffisamment intéressant pour nos amis de la finance. Donc à partir de là, on démantèle, et voilà ce que ça donne. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres choses. Si on regarde ce qui se passe sur les restaurants d'autoroute qui ferment, ou les restaurants de campagne, où habituellement les routiers vont se restaurer et puis se laver, sont en train de fermer, on leur refuse l'accès. Et donc les routiers, comment voulez-vous qu'ils continuent à bosser dans ces conditions-là? Ils sont payés rien du tout. Ils sont payés pour faire un travail qui est compliqué, qui est difficile, où on va maintenant les refuser l'accès aux toilettes et à l'endroit où ils peuvent faire leurs besoins ou se laver. Ils ne peuvent pas manger dignement à part des pauvres sandwichs d'autoroute. Et qu'est-ce qu'ils font au final? Ils vont continuer à aller bosser pour un SMIC pour ça, sachant que leur famille est confinée quelque part et en danger. Donc il y a des syndicats qui appellent à exercer le droit de retrait pour les routiers. C'est pareil avec les policiers. C'est pareil également aujourd'hui, un peu partout dans la société, où on se rend compte qu'il y a des choses qu'on continue, des choses qu'on arrête, mais ça n'a pas... on ne voit pas vraiment de logique là-dedans. Il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Les chaînes d'approvisionnement sont mises en danger. Déjà parce que, donc, je vous dis,
les gens eux-mêmes, ils n'ont plus trop d'intérêt à aller travailler, ils prennent beaucoup de risques. Alors, ils ont conscience que leur travail est important, mais ils sont payés une misère. Alors, pourquoi continueraient-ils finalement à aller travailler pour nous? Et accessoirement, il n'y a aucune solidarité. Pire, je vous dis, on leur refuse l'accès, on prend les marchandises qu'ils amènent, mais eux, on leur refuse l'accès, je disais récemment, à la machine à café ou au sanitaire. Ça ne va pas. C'est également le cas parce que tous, parmi nous, on est là, oui, super les routiers, mais on s'en fout de manière générale des routiers, on n'a rien fait pour eux. Oui, ils sont super, le corps médical, les personnels hospitaliers, bravo, des héros, oui, mais on n'a rien fait pour eux, on les a laissés dans leur merde depuis des années, donc voilà où on en arrive. Mais aujourd'hui, ça va plus loin que ça. Quand je dis que les services, que les chaînes d'approvisionnement sont en danger, c'est aussi parce qu'il y a des attaques maintenant. Il y a des gens qui attaquent, qui embuscadent des camions. Il y a des gens qui cassent des vitrines, comme récemment à Trappes. Il y avait une coccinelle, c'est une petite supérette qui a été braquée par des pillards. Et il ne faut pas se laisser faire contre ça. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Il ne faut pas céder à la peur. Ces gens-là sont des gens qui sont dans la peur. Ils se croient peut-être très forts, mais la réalité, c'est que ce sont les plus faibles. Ce sont des gens qui cèdent à la panique. Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas céder à la peur. Après le Bataclan, il y a des gens qui se sont sortis sur des terrasses en disant, voilà, nous, on ne cédera pas à la peur. Ben là, c'est un petit peu la même chose qu'il faut faire. Il faut se lever et dire, on ne cédera pas à cette peur-là. On ne cédera pas devant les gens qui commencent à piller et on va les pointer du doigt. Il faut les ridiculiser, même à la rigueur. Bon, le problème, voyez-vous, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas aller sur les terrasses. Donc, après le Bataclan, on pouvait, là, on ne peut pas. Donc, restez chez vous, je ne suis pas en train de dire ça. Mais par contre, il va falloir se montrer solidaire envers ces gens-là, envers les gens qui ont des supérettes. Et d'ailleurs, après Charlie Hebdo, par exemple, il y avait un hashtag et un grand mouvement qui est passé qui s'appelait « Je suis Charlie ». Bon, bah là, il y a une coccinelle qui vient de se faire attaquer. Je propose le hashtag « Je suis Coxy ». Et je propose qu'on soit tous aujourd'hui des coccinelles. Les coccinelles, c'est un petit animal très sympathique qui est vachement utile en agriculture écologique, en agriculture biologique, parce que ça chasse un certain nombre de parasites sans avoir besoin d'amener des phytosanitaires. Soyons des coccinelles, chassons les parasites. Donc les parasites, c'est aussi bien, en l'occurrence, ceux qui attaquent, ceux qui créent le désordre, c'est aussi bien également cette classe politique dirigeante, ces responsables qui, en réalité, là, clairement, démontrent leur totale irresponsabilité. Il va falloir se débarrasser des parasites. Donc j'ai envie de dire, devenons des coccinelles. Alors, ce qui va arriver est compliqué. Quand je dis tout ça, pour l'instant, restons chacun chez soi. C'est-à-dire qu'il y en a qui appellent à l'action, il faut sortir, il faut faire des choses. Non, surtout pas. Pour l'instant, malgré ce que je viens de dire, respectons les consignes, vous restez chez vous, vous sauvez votre vie, vous sauvez d'autres vies, le contraire serait irresponsable. Par contre, la suite doit se préparer. Parce qu'ils ont fait preuve d'impréparation, et donc c'est là le cœur finalement de mon message, il faut que nous fassions preuve de préparation. Donc aujourd'hui, restez confinés, faites ce qu'il faut, mais préparons sans attendre la suite. Par la suite, il faudra qu'on montre qu'on n'a pas peur. Pour l'instant, ça peut se faire sur Internet avec des hashtags, mais par la suite, il va falloir que ce soit direct, physique, concret. Donc restez chez vous, mais ce n'est pas parce qu'on reste chez soi donc qu'on ne fait rien. Il faut se préparer. À titre individuel déjà, si vous avez un potager, occupez-vous-en. Et si vous avez un jardin mais pas de potager, il n'est jamais trop tard pour commencer, même si vous n'êtes pas super qualifié en la matière, c'est pas grave. Plantez des choses. Donc il y a des réseaux qui commencent à s'organiser aujourd'hui. Rejoignez ces réseaux. En fait, responsabilisez-vous à titre individuel déjà. Donc, organisez-vous à distance pour l'instant. Organisez-vous en réseau. Et puis, ensemble, préparez la suite. La question que vous allez devoir vous poser dès maintenant, c'est la question suivante. C'est que peut-on faire pour vivifier notre communauté et la nature, il faut régénérer la nature, et pour tendre vers une autosuffisance territoriale. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien ça le problème. Au niveau des territoires, nous sommes totalement tributaires de chaînes d'approvisionnement qui sont mises en grave danger pour plusieurs raisons. Peut-être à court terme à cause du virus, ou à cause des incivilités, ou à cause des grèves. Et à plus long terme, de toute façon, potentiellement, nous verrons bien, à cause des problèmes qu'il va y avoir sur l'économie, sur également le pétrole. Donc, préparez votre propre bouffe, j'ai envie de dire, dans le maximum de ce que vous pouvez faire. Voilà, ça c'est chez vous, chacun chez soi. Mais après,
Il faut donc se préparer à faire beaucoup plus que ça. Une fois que nous pourrons ressortir, il y a 4 grandes choses qu'il va falloir faire. La première chose, c'est la résilience. Ce que je viens de dire sur le fait de préparer une partie de sa bouffe fait partie de ça. Il va enfin falloir créer des systèmes résilients. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail de ce que c'est qu'un système résilient. Il y a plein de façons de s'y prendre. Il y a plein de fondamentaux de la résilience que j'enseigne par ailleurs, et je ne vais pas faire un cours maintenant. Voilà. Mais donc, il est temps aujourd'hui de construire des résiliences au niveau territorial, et donc d'avoir ensuite un maillage de territoires qui sont solidaires les uns avec les autres. Mais la deuxième chose qu'il faut faire, au-delà de la résilience, c'est la reliance, c'est-à-dire faire ça ensemble, en solidarité. Je le dis et j'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grave problème de gens qui veulent faire leur petit truc de leur côté. Alors je comprends, tant qu'on est confiné chacun de son côté, ça n'aide pas la solidarité. Pour autant, il faut bien avoir ça à l'esprit. Toute démarche qui sera individualiste ne sera pas résiliente, ne sera pas durable. Si chacun de vous pense à son intérêt propre, à celui de ses proches, là, je peux le comprendre, mais s'il n'intègre pas une mobilisation personnelle et collective, si possible, dans un grand mouvement, c'est voué à l'échec. Parce que la réalité, c'est que vous créez le bazar. Et vous allez être dans un second temps, si vous faites que des choses pour vous, si vous stockez chez vous, si vous faites votre truc de votre côté, si vous êtes méfiant systématiquement de l'autre, sans jamais essayer d'instaurer de confiance, au final, ce qui va se passer de manière systémique, c'est que ça va être le bazar et que chacun d'entre vous, individualiste que vous êtes, vous allez en être les victimes. Il faut créer les conditions de la solidarité. Il faut même se montrer solidaire. Et c'est là que je disais, soyons des coccinelles, c'est-à-dire débarrassons-nous certes des parasites et montrons qu'on n'a pas peur, montrons qu'on va faire les choses ensemble, montrons que nous sommes capables de solidarité, d'élévation, j'ai envie de dire un petit peu, sur le plan philosophique et éthique peut-être, parce que sinon, sinon ça va être un crash, tous les uns contre les autres. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Je ne pense pas. Il faut faire front contre ceux qui vont vouloir créer le chaos ou qui ne sauront pas faire autrement. Il faut faire front pour justement que ça ne soit pas le chaos total. D'où la reliance. Résistance, c'est la troisième chose. Donc nous avons la résilience, la reliance. La résistance. Ben ouais, on y est là. Là, il va falloir rentrer en résistance contre ces systèmes. À plein d'égards. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Il y a plein de façons d'entrer en résistance. Mais il va falloir refuser un certain nombre de choses. Et vous allez voir très rapidement, on va nous sortir des couplets comme quoi il va falloir évidemment injecter de l'argent pour sauver les institutions financières. Ça va être évidemment au détriment de l'intérêt des particuliers. Mais il va falloir refuser ça. Il va falloir rentrer en résistance comme ils ont su le faire en Islande. Voilà, il va falloir arrêter ces délires-là. Il va falloir remettre un petit peu du quantitatif dans nos sociétés, des choses positives, des choses humainement qui font sens, des choses dignes, et puis arrêter cette course en avant au profit totalement débile, délirante, qui nous a mis dans cette situation intenable et qui nous y remettra même si on en sort. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le détail que ça dans cette vidéo, mais en tout cas, effectivement, résilience, reliance et résistance. Je disais qu'il y avait 4 choses. La quatrième chose, c'est qu'il va falloir faire un travail sur les imaginaires. Mais ça, je vais y revenir juste après. En tout cas, dans tout ce qu'il va falloir entreprendre, une fois de plus, je dis, il faut se préparer, et là-dedans, chacun a son rôle à jouer. Il va falloir que chacun sache où est son rôle. Voilà, donc, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un, un penseur, qui est un penseur, qui étudie les choses, qui conceptualise et qui propose? Est-ce que vous êtes plutôt un faiseur, quelqu'un qui vraiment prend les choses à bras-le-corps, le taureau par les cornes, et vas-y, fait des choses, ouvre la voie, expérimente, et puis transmet également, fait faire? Est-ce que vous êtes un communicant? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui va communiquer autour de ce qui se fait pour le faire savoir déjà, pour le diffuser, et puis pour le rendre inspirant, pour faire en sorte que la mayonnaise prenne, qu'il y ait une émergence qui se passe au niveau sociétal que rien ne pourra réfréner? Voilà, ça peut être ça votre rôle. Les artistes peuvent rentrer là-dedans, par exemple. Est-ce que vous êtes un facilitateur? C'est-à-dire vous avez des ressources, que ce soit de l'argent, que ce soit un terrain, du matériel, des compétences, un réseau, ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, vous aidez tout cela à se produire. Il faut que vous trouviez votre place dans cet écosystème. Vous êtes soit donc un penseur, soit un faiseur, soit un conteur, on va dire, ou un communicant, soit un facilitateur, ou peut-être différentes choses à la fois. Trouvez votre place et faites des choses qui rentrent dans une cohérence d'ensemble et qui contribuent à un mouvement collectif. Donc là, aujourd'hui, il y a l'évidence nous éclate à la gueule de la vulnérabilité de ce système.
qu'on nous vend depuis maintenant très longtemps, Thatcher, Reagan et peut-être même encore avant, comme la seule possibilité. Hein. There is no alternative, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme ça qu'on nous le vend. Bon ben non. Donc je dis bien, là il va falloir un petit peu se réveiller. Il faut arrêter, si vous voulez, au bout d'un moment, de se complaire dans ce système sans véritablement, fondamentalement, le remettre en question. Hein, c'est-à-dire peut-être que pour certains d'entre nous, on militouille un petit peu, on milite par-ci, par-là, mais on n'est pas véritablement dans l'opposition au système. C'est pas vrai. Ça se saurait sinon. Il y en a très peu qui le sont. Donc il est temps aujourd'hui de faire en sorte que ce système, qui est la cause des problèmes que l'on vit et que l'on va vivre dans les prochains mois, et il va savoir jusqu'où ça va aller, que ce système-là soit démantelé. Voilà, il est de toute façon moribond. Donc il faut arrêter d'aller voter, notamment, on est en pleine municipale, pour des gens qui ne parlent jamais de risque, qui ne se projettent pas sous prétexte que c'est pas très sexy sur le plan politique et qui vous promettent plutôt ce que vous avez envie d'entendre. Il faut arrêter d'aller voter pour ces gens-là. Il faut commencer maintenant à voter pour des gens qui comprennent et qui portent la résilience territoriale. Là, notamment, mais c'est un des sujets. Voilà, et tout ça, il va falloir, ça demande pour nous de rentrer en cohérence. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a des gens qui louent l'héroïsme des professionnels de santé, en ce moment, c'est très bien, mais qui ne s'en sont jamais préoccupés avant. Et qui ont élu des gens qui ont démantelé le système médical. Donc il faut arrêter un petit peu. Tous les gens qui ont des politiques de compétitivité de plus en plus violentes, de plus en plus inhumaines, j'ai envie de dire, forcément amènent à ce genre de vulnérabilisation de la société par les services publics qui sont démantelés. Donc il faut arrêter tout ça, il faut arrêter les accords de libre-échange, il faut arrêter la toute-puissance, l'emprise, la mainmise de la finance sur nos vies, etc. Bon, il y a plein de choses à faire, je ne développe pas plus que ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il va falloir que vous interpelliez les candidats à l'élection, que vous interpelliez vos élus, que vous interpelliez ces gens-là, également des patrons, etc., des entreprises, que vous interpelliez. Pas maintenant, pas maintenant. C'est ça le problème aussi. On est tenté de le faire. Mais maintenant, ils ont autre chose à faire. Maintenant, si vous arrivez avec vos revendications ou vos interpellations maintenant, ça va tomber, très honnêtement, comme un cheveu sur la soupe. Ils n'ont pas le temps d'écouter, ils sont dans la gestion de la crise et c'est bien normal. Donc il ne s'agit pas de le faire maintenant. Ça serait totalement inhabile, malhabile. Ce serait en tout cas inefficace. Donc ce qu'il faut faire, c'est se préparer pour pouvoir le faire dès que le moment sera venu. Mais il faut le préparer. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec des propositions, des choses concrètes. Donc on ne part pas de rien là-dedans. On ne part pas de rien. Écoutez, vous pouvez aller voir notamment le travail que j'avais supervisé. Donc il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. N'empêche que, en 2017, je me suis occupé de la fabrication du programme de la candidate à la citoyenne à la présidentielle Charlotte Marchandise-Franquet. Voilà, et nous avions, je dis nous, parce que ce n'est pas un travail que j'ai fait tout seul dans mon coin, hein, j'ai supervisé, mais on était nombreux là-dessus, nous avons produit un programme de transition sociétale qui permettait de transformer cette société en une société plus résiliente. Ça existe, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est cohérent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres idées ailleurs, mais il y a beaucoup de choses là, ne repartons pas de zéro. Donc allez voir ce travail qui avait été fait. Vous pouvez encore, c'est encore en ligne, aller sur le site de Charlotte Marchandise et vous avez accès, dès la page d'accueil, je crois, vous avez accès au programme et vous verrez, il y a un certain nombre de livrets thématiques. Regardez, il y a notamment tout un livret à la fin qui est, qui est dédié au territoire et aux élus locaux. Regardez ce qu'on peut faire au niveau des territoires, parce qu'il faut aujourd'hui relocaliser, reterritorialiser tout ce qui peut l'être, très concrètement. Bref, et puis il y a une grande logique qu'il faut mettre en place sur les communs. Il y a des choses qu'il faut aujourd'hui protéger, qui sont essentielles pour notre sécurité, qu'il faut protéger des logiques de financiarisation, de spéculation et de compétitivité à outrance. Voilà, c'est le cas, par exemple, d'un certain nombre de biens de consommation de base qui doivent être protégés. Mais également peut-être des premiers kilowattheures d'électricité, ou des premiers litres de pétrole, ou des premiers litres d'eau qui sortent du robinet. Voilà, il y a un certain nombre de choses, l'accès à l'information, au logement, des sols en bon état, des semences paysannes peut-être également, et puis les services publics, notamment les services de santé, tout ça doit être sorti, désintégré des logiques de financiarisation, des logiques de marché. Donc c'est une logique de commun, ce que je suis en train de dire, c'est une démarche d'institutionnalisation de commun. Et puis il y a plein d'autres choses à faire au niveau de la sécurité. Regardez ce que propose SOS Maire avec le plan communal de sauvegarde et le DICRIM de vos communes, et etc. Plein d'autres choses. Donc allez voir, pour commencer au moins, le programme de Charlotte Marchandise-Franquet. Vous verrez qu'il y a plein de choses. Recréons pas la poudre. Voilà, repartons pas de zéro. Il y a des choses qui existent déjà. Et donc,
Tout ça permettra de préparer le après. Parce que pour l'instant, je le répète, restez chez vous, sauvez des vies. Voilà. Pour terminer, je vais encore dire deux, trois points. Il va falloir donc communiquer dès maintenant sur la solidarité, sur l'importance de solidarité contre les gens qui déploient des individualismes malsains, quel que soit l'individualisme, avec quelles que soient les intentions derrière. L'individualisme ne peut pas fonctionner, ne crée que le chaos, ne crée que le conflit. Donc il faut aujourd'hui clairement dire qu'on va se souder et on va travailler ensemble. Voilà, ça c'est une chose importante. Mais au-delà de ça, il va falloir donc préparer cette solidarité d'après. C'est bien d'en parler, mais il va falloir concrètement le faire dès que ce sera possible. Parce que la solidarité est contagieuse. Vous voyez, aujourd'hui, finalement, le pire des virus, c'est pas le corona. C'est pas ça. Le pire des virus, c'est l'individualisme. C'est la peur. C'est l'incivilité. Tout ça, c'est contagieux. Tout ça, ça se répand vite. Il faut un contre-virus constructif. C'est la solidarité. Soit vous êtes quelqu'un avec une aptitude naturelle à la solidarité, et donc très bien, vous êtes bienveillant vis-à-vis de votre prochain, très bien, c'est le moment de le déployer de manière ferme. Soit ça ne vous vient pas forcément naturellement, et j'ai envie de vous dire, soyez solidaire par calcul. Dans ce cas-là, voilà, si vraiment il n'y a que ça. Parce que la solidarité est la seule manière d'avoir une société stable et vivable, demain peut-être. Voilà. Sinon, ce seront des conflits partout. Ce sont des rapports de force, ce sont de nouveau des rapports de domination qui vont arriver. Et c'est bien ça, comme je disais tout à l'heure, et je repars pour terminer sur ce champ-là, c'est bien ça que je disais quand je parlais d'imaginaire. Oui, il va falloir aujourd'hui révolutionner nos imaginaires et proposer autre chose. Parce que ce qui se passe dans ce moment critique, où le modèle est en train de se casser la gueule et on n'a rien prévu pour le remplacer, c'est que les gens vont se raccrocher à ce qui existe. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est quoi ? Ce sont des individualismes essentiellement, et ce sont des idéologies, ou en tout cas ce sont des conceptions du monde qui se basent sur des rapports de domination, sur des rapports de force, moi ou nous contre les autres. Voilà, donc on a des replis identitaires qui sont extrêmement forts, on a évidemment des extrémismes également là-dedans, qui sont dangereux, déconnants et dangereux, et il faut proposer autre chose. Il faut proposer une autre façon de réagir aux gens. Il faut que les gens sachent qu'ils peuvent exprimer leur colère et leur indignation d'une autre manière qu'avec la haine. Il faut qu'ils sachent qu'il y a une possibilité pour eux de se mobiliser autrement que d'une manière destructive, mais d'une manière constructive. Et on n'est pas constructif en travaillant les uns contre les autres, mais bien ensemble. Donc c'est ça l'important. C'est aujourd'hui vraiment de développer des imaginaires inspirants qui soient vecteurs d'espoir lucide, des nouveaux espoirs. Voilà, l'espoir dans la continuité possible de ce monde est en train de s'effriter. Et donc, il faut avoir un espoir dans autre chose. Il ne faut pas que notre seul horizon, ce soit une société où tout le monde est un loup pour l'homme et c'est nous contre les autres. Il faut autre chose. Si on ne l'a pas, on est mal barré. On est vraiment très mal barré pour, dans 10 ans, être dans un autre régime qu'une dictature d'une forme ou d'une autre. Il faut nécessairement construire des alternatives inspirantes dès qu'on peut. Donc ça, je disais, ça se prépare. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Vous êtes chez vous. C'est bien, regardez Netflix, détendez-vous. Je sais que le fait d'être confiné, ça crée ses propres petits challenges, ses propres petits défis, et c'est pas évident, mais préparez la suite. Mettez-vous en lien tant que pour l'instant on a de la chance, ça fonctionne encore, les systèmes de communication, les réseaux, sinon je serais pas là à vous parler, mais mettez-vous ensemble pour créer quelque chose de neuf pour la suite. On y est, d'accord ? On y est. C'est dommage, ça nous prend un peu de cours, on aurait eu besoin de plusieurs années, mais c'est de notre faute. On avait qu'à se bouger le cul plus vite, mieux, plus efficacement avant. On ne l'a pas fait, très bien. Maintenant, on y est. Le meilleur moment, c'était hier, tant pis. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. On va créer des canaux de sauvetage. Et il faut créer suffisamment et suffisamment vite de canaux de sauvetage pour avoir une flottille de canaux de sauvetage qui pourra accueillir les rescapés du naufrage qui est en train de se passer. Le bateau prend l'eau. Créons des canaux de sauvetage, sortons les rames et souquons ferme ensemble aux rames citoyens. Par avance, courage et merci.